Toi, tu attends dans la voiture. C'est une soirée pour les gros bonnets. Ce n'est pas un endroit pour une femme au foyer. » avait craché son mari, en s'éloignant. Depuis l'habitacle sombre du parking glacial, elle le regardait prendre sa maîtresse par le bras pour la guider vers le tapis rouge. L'épouse ne pouvait qu'observer le cœur serré. Pendant des années, elle avait tout sacrifié pour bâtir la fortune de cet homme arrogant qui la jetait aujourd'hui comme un vulgaire déchet. Cependant, le sourire condescendant de cet homme n'allait pas durer. Ce soir-là, une scène grandiose l'attendait pour anéantir toute sa superbe jusqu'à n'en laisser aucune trace. Le doux bourdonnement de la climatisation dans l'habitacle de la Mercedes classe S noire contrastait avec le brouhaha lointain qui provenait du hall du palace parisien. Sur la banquette arrière, Apolline se tenait le dos bien droit. La lumière au néon des lampadaires filtrait à travers les vitres, lourdement teintées, projetant des ombres douces sur son visage serein. Elle ne portait pas de maquillage. Ses cheveux étaient simplement tirés en un chignon strict qui s'accordait avec sa robe sombre, ample et d'une coupe démodée. Au volant, Anselme, un homme d'âge mûr, qui servait sa famille depuis plus d'une décennie, la regardait de temps à autre dans le rétroviseur. Une trace d'inquiétude se dessinait clairement sur le front du chauffeur vétéran. Ses mains ridées serraient le volant contenant une colère qu'il n'avait pas le droit de libérer. « Madame, vous vous sentez bien ?» La voix d'Anselme brisa le silence étouffant. « Si vous le souhaitez, je peux faire demi-tour tout de suite. Nous rentrons à la maison, madame. » Apolline esquissa un léger sourire si fin qu'il était à peine visible. Sa main droite sortit un petit thermo argenté de son sac. Elle en dévissa lentement le couvercle. Une fine vapeur s'éleva instantanément, libérant l'arôme intense d'un espresso serré très fort et sans sucre. Le préféré de son mari qu'elle lui préparait toujours personnellement chaque soir. Jadis Béranger ne pouvait commencer aucun événement important sans le café préparé par Apolline. Ce soir, le thermos reposait dans son sac, intact pour son mari. « Ce n'est rien, Anselme. Nous allons attendre ici. Le plat de résistance n'a pas encore commencé, » déclara Apolline d'une voix plate et intimidante. Elle versa un peu de café dans le couvercle du thermos, qui lui servait de tasse, et en but une gorgée lentement. L'amertume qui inonda sa bouche correspondait étrangement bien à son état d'esprit. Son regard se fixa à travers le pare-brise sur l'entrée du hall VIP recouverte d'un tapis rouge éclatant. Là, sous une pluie de flash des photographes et l'éclat des projecteurs, son mari se pavanait. Béranger portait un smoking sur mesure qui ironiquement avait été payé avec la carte de crédit au nom d'Apolline. L'homme riait aux éclats, projetant l'image d'un jeune leader visionnaire et invincible. Mais ce n'était pas Bérenger qui avait coupé le souffle d'Anselme. À la gauche de Bérenger, agrippant son bras d'une manière possessive, se tenait une jeune femme, vêtue d'une robe rouge écarlate au décolleté plongeant, Zélie. La femme que Bérenger décrivait toujours comme juste une stagiaire de la division des relations publiques que je forme ce soir. Devant des dizaines d'objectifs de la presse et les conseils d'administration des plus grands conglomérats du pays, Béranger paradait avec la stagiaire sur le tapis rouge, laissant son épouse légitime pourrir dans un coin humide du parking souterrain. Quelques minutes à peine auparavant, avant de descendre de la voiture, les mots de son mari résonnaient encore clairement aux oreilles d'Apolline. « Reste dans la voiture avec Anselme. C'est une soirée de PDG, un événement pour des gens importants. Tu es une femme au foyer. Tu ne vas rien piger si tu commences à entendre parler d'OPA et d'actions chiffrées en milliards. Tu ne ferais que me ridiculiser. » Apolline reprit une gorgée de café. Elle ne pleura pas. Ses larmes avaient tari depuis des mois. Son cœur battait à un rythme stable et mesuré. Les gens pourraient penser qu'attendre dans ce parking sombre était l'humiliation absolue pour une épouse. Ils ignoraient que pour un chasseur, l'obscurité est le meilleur endroit pour viser sa proie. L'éclat des appareils photos des journalistes était aveuglant, mais pour Béranger, c'était la lumière du paradis. Chaque clic d'obturateur résonnait comme un mantra qui renforçait son ego, lui donnant la dose de validation qu'il avait toujours ardemment désirée. Il bomba le torse, ajustant son nœud papillon d'une main, tandis que l'autre restait captive de l'étreinte capricieuse de Zélie. « Monsieur Béranger par ici !» cria un journaliste d'une célèbre chaîne de télévision économique.
En tant que grand favori pour le prix de l'entrepreneur de l'année ce soir, que ressentez-vous après avoir mené le groupe Aurel à une croissance de 200% au troisième trimestre? Béranger sourit avec autorité. Il se pencha vers le micro. Bien sûr, ce n'est pas le résultat d'une seule nuit. C'est le fruit d'une vision stratégique que j'ai bâtie de 0 de travail acharné de dévouement et de sacrifice jusqu'au sang. Je dirige cette entreprise comme le capitaine d'un navire qui navigue à travers chaque tempête économique d'une main de fer. Zélie, à ses côtés, laissa échapper un petit rire forcé pour paraître élégante et posa légèrement sa tête sur l'épaule de Berenguer. L'effluve d'un parfum floral coûteux dont Zélie s'était aspergée à outrance dans le taxi avant de retrouver Bérenger inonda l'essence de l'homme. Cette odeur était enivrante, elle le faisait se sentir puissant. Zélie était le trophée qu'il méritait d'avoir à son bras ce soir-là. Pas une femme à l'allure monacale, vêtue de vêtements amples et qui sentait toujours le pot-au-feu ou le café brûlé. Dans son esprit, Béranger imaginait Apolline sûrement recroquevillée dans la voiture. Une pointe de pitié traversa son esprit mais fut rapidement balayée par une vague d'arrogance. Apolline était une brave femme. Béranger ne le niait pas. Mais être brave n'était pas suffisant pour survivre au sommet de la chaîne alimentaire parisienne. Apolline était démodée, trop naïve, toujours occupée avec des tas de paperasses, les assurances des employés et des chiffres ennuyeux en coulisses. Apolline ne savait pas ce que c'était que d'être ici, de contrôler des milliers d'employés et d'être respectée par des ministres. Béranger se prenait pour le dieu du groupe Aurel. Et qui est cette ravissante jeune femme à vos côtés? Votre nouvelle associée. Le provoqua un autre journaliste. Béranger regarda Zélie avec une intensité calculée. Voici Zélie, l'un des atouts les plus précieux de mon équipe de direction actuelle. Elle comprend ma vision mieux que quiconque. Zélie rougit serrant délibérément le bras de Bérenger un peu plus fort. Les journalistes notèrent chaque mot immortalisant ce moment de complicité entre le roi des affaires et sa parfaite accompagnatrice. Béranger pénétra dans la salle de bal de l'hôtel, le menton haut. La mélodie d'un orchestre l'accueillit, se mêlant au tintement des flûtes de champagne en cristal des mondains et des grands patrons qui commençaient à remplir la pièce. Il ne remarqua pas les regards étranges de plusieurs magnats vétérans dans un coin du salon. Des regards qui ne contenaient aucune admiration, mais des sourcils froncés, mêlés à une étrange compassion. Béranger était trop occupé à savourer l'illusion de sa couronne sans jamais avoir vérifié de quoi était réellement fait son trône. La lumière bleutée de l'écran de l'ordinateur portable se reflétait dans les lunettes anti-lumière bleue que portait Apolline. L'atmosphère dans le bureau, situé au premier étage de leur somptueuse demeure en banlieue ouest, était si silencieuse qu'on n'entendait que le tic-tac de l'horloge murale et le cliquetis des doigts d'Apolline. Sur le clavier, sur le bureau en chêne massif devant elle, des documents frappés du sceau d'un notaire étaient éparpillés, ainsi qu'une calculatrice et une épaisse chemise cartonnée bleue contenant les procès-verbaux les plus importants de l'entreprise dont elle avait toujours eu la charge principale. Le froid de la climatisation cette nuit-là semblait plus pénétrant. Ce n'était pas la première fois que Béranger rentrait à la maison après l'aube. Au début de leur mariage et de la création du groupe Aurel, il veillait souvent tard dans cette même pièce, partageant une tasse de café noir tout en élaborant des stratégies commerciales. Cependant, avec le temps, lorsque les revenus de l'entreprise ont commencé à atteindre les 9 chiffres, le bureau de Béranger, situé en face de celui d'Apolline, fut à peine retouché. La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Béranger entra, la chemise sortie du pantalon et la cravate défaite. Une vague odeur de cognac hors d'âge se mêlait à son haleine chargée. L'homme se laissa tomber sur le canapé dans un coin sans saluer sa femme. « Tu viens d'arriver ?» demanda Apolline d'une voix basse. Son regard ne quitta pas l'écran de l'ordinateur qui affichait une série de chiffres de l'audit financier du mois précédent. « J'ai remarqué que les frais de représentation auprès des clients de la division des relations publiques ont explosé de 300% ce mois-ci. Je prépare le dossier bleu pour l'Assemblée générale des actionnaires du mois prochain. Nous devons faire des coupes. »« Apolline, s'il te plaît » l'interrompit Béranger brusquement. L'homme se massa l'arête du nez avec une expression de fatigue et d'irritation. « Je viens de rentrer d'une session de lobbying avec des investisseurs de Singapour. J'ai l'impression que ma tête va exploser en pensant à l'expansion.
Peux-tu éviter de m'ennuyer avec des broutilles ?» Les doigts d'Apolline cessèrent de taper. Elle se tourna lentement pour regarder son mari qui s'était adossé les yeux fermés. « Des broutilles, Berenguer. Il s'agit de notre trésorerie principale, et tu n'as toujours pas signé la légalité de l'acquisition des terrains en région Rhône-Alpes. » Berenger souffla avec cynisme, ouvrit les yeux et regarda sa femme avec ce regard condescendant qui apparaissait de plus en plus souvent ces derniers temps. « Ce n'est que de la paperasse à peau. De la paperasse et encore de la paperasse. Tu crois que cette entreprise fonctionne grâce à cette chemise bleue. Cette entreprise tourne parce que je suis sur le terrain, affrontant les requins des affaires, serrant la main de gens importants. Toi, contente-toi de t'assurer que tout est en ordre à la maison, d'accord? Ne joue pas à celle qui sait comment on joue à ce jeu. » Une douleur sourde et aiguë traversa la poitrine d'Apolline en entendant cette phrase. Béranger avait oublié, ou peu, être délibérément occulté, qui avait hypothéqué l'héritage de ses parents dans le Bordelais pour constituer le capital de départ de l'entreprise. Béranger avait oublié qu'il avait passé 3 jours et 3 nuits sans dormir à rédiger la proposition de relance lorsqu'ils étaient sur le point de faire faillite 5 ans plus tôt. Apolline prit une grande inspiration ravalant son ego et ses émotions. « D'accord, alors signe le dos de ce document demain matin. Je m'en suis déjà occupée. » Béranger marmonna seulement quelque chose d'inintelligible. Il se leva du canapé et sortit vers la chambre principale, sans un regard en arrière. À son bureau silencieux, Apolline resta à fixer la chemise bleue devant elle. Elle caressa la couverture en plastique du bout des doigts. Elle avait toujours cru que le devoir d'une épouse était de protéger la dignité de son mari, de lui permettre d'être le chef de famille respecté par le monde. Mais cette nuit-là, une graine froide de doute commença à prendre racine, en elle suggérant que l'homme qu'elle protégeait affûtait secrètement l'épée pour la poignarder dans le dos. L'odeur de lavande de l'adoucissant avait toujours un effet apaisant sur Apolline. Dans la buanderie lumineuse et immaculée de leur maison, elle se tenait devant le panier à linge sale contenant les vêtements de Béranger. Ce travail aurait très bien pu être fait par la femme de ménage, mais Apolline insistait toujours pour vérifier les poches des chemises et des vestes de son mari avant de les laver. C'était une petite routine qu'elle considérait comme une marque d'attention d'une épouse. La main d'Apolline tâtonna dans la poche intérieure d'une veste gris anthracite que Béranger avait portée quelques jours auparavant, quand il avait dit qu'il partait en voyage d'affaires à Courchevel. Ses doigts frôlèrent un morceau de papier plié négligemment. Elle les sortit. La texture du papier thermique était légèrement froissée. Lorsqu'Apolline le déplia, ses yeux captèrent immédiatement le logo d'un palace 5 étoiles en plein centre de Paris, non pas à Courchevel. Son regard parcourut la rangée de lettres imprimées à l'encre noire délavée. Suite présidentielle. Client, Monsieur Béranger. Nuit. 2. Service d'étage. 2 coupes de champagne Ruinart, un opéra. La respiration d'Apolline s'arrêta pendant quelques secondes. Son corps se pétrifia. Au même moment, son odorat capta une odeur étrange qui imprégnait le col de la veste grise. Ce n'était pas l'eau de Cologne masculine de Béranger, ni l'odeur du bureau. C'était le parfum d'une femme. Un arôme floral beaucoup trop sucré, légèrement entêtant, et bon marché. Sur le bord du col de la chemise blanche qui se trouvait sous la veste, il y avait une légère tache d'un rose pâle qui avait séché, une tache de rouge à lèvres. Pendant 1 minute entière, la buanderie ne fut remplie que par le bruit du cœur battant à tout rompre d'Apolline. Si elle avait été une femme ordinaire, elle aurait probablement hurlé, déchiré le reçu, jeté la veste par terre et confronté son mari à l'instant même. Elle aurait pu pleurer de façon hystérique, exiger une explication ou gifler l'homme qui l'avait trompée. Mais ce qui se produisit fut tout le contraire. Ses larmes ne coulèrent pas. La sensation de brûlure qui traversait sa poitrine se refroidit lentement, se figeant dans un calme contre nature. Son instinct analytique, celui-là même qu'elle utilisait pour disséquer les faiblesses de ses concurrents lors de chaque négociation commerciale, prit le contrôle total. Apolline lissa le reçu d'hôtel froissé sur la table à repasser. Elle sortit son téléphone de la poche de sa robe. Elle photographia le reçu sous plusieurs angles avec un éclairage clair. Elle prit également en photo la tache de rouge à lèvres sur le col de la chemise.
Après s'être assurée que toutes les preuves numériques étaient sauvegardées en toute sécurité sur un stockage cloud crypté, elle replia soigneusement le reçu exactement comme il était et le remit dans la poche de la veste. Elle ne se battrait pas avec ses émotions. Les larmes et les cris ne donneraient à Béranger que l'espace nécessaire pour esquiver niais, ou pire offrir de fausses excuses. Une trahison de ce calibre ne nécessitait pas une séance de thérapie de couple. Cette trahison exigeait une exécution mathématique, le visage impassible. Apolline appuya sur le bouton de la machine à laver. Le murmure de l'eau commença à s'écouler. À partir de cet instant, le mariage en lequel elle avait cru pendant 7 ans était mort. Ce qui restait n'était que 2 parties dans une transaction commerciale. Et Apolline s'assurerait de ne pas être celle qui subirait les pertes. Les talons aiguilles bordeaux résonnaient sur le sol en marbre du hall des bureaux du groupe Aurel à la Défense, créant un cliquetis aigu et rythmé. Zélie marchait vers l'ascenseur de la direction, la tête haute, comme si le gratte-ciel de plusieurs centaines de millions d'euros était son propre royaume. Plusieurs employés de longue date qui faisaient la queue aux ascenseurs normaux la regardaient avec un cynisme à peine dissimulé. Zélie leur rendit simplement un sourire suffisant. Qu'ils jasent, c'est moins que rien. Ils étaient juste jaloux qu'une stagiaire de 26 ans des relations publiques se soit hissée dans le cercle intime du PDG en moins de 6 mois. À l'intérieur de l'ascenseur qui montait doucement jusqu'au 30e étage, Zélie s'admira dans le miroir mural. Son rouge à lèvres était parfait. Sa peau était lumineuse et éclatante grâce aux soins dans une clinique onéreuse, le tout payé avec la carte corporate que Béranger lui avait confiée. Pour Zélie, Bérenger était une mine d'or très facile à exploiter. L'homme était assoiffé de compliments. Il avait besoin d'être vénéré comme un super-héros, et il était très facile à influencer si l'on flattait son ego. Au début de leur rapprochement, il avait suffi à Zélie de feindre l'admiration en écoutant Béranger parler de ses grandes visions et de le regarder avec adoration. Le reste s'était fait naturellement dans des hôtels de luxe. La porte de l'ascenseur s'ouvrit. Zélie sortit et entra directement dans le bureau du directeur sans frapper. Là, Béranger était affalé dans son immense fauteuil, en cuir l'air accablé, devant une pile de documents légaux envoyés par le notaire. « Bonjour, mon amour », salua Zélie d'un ton enjôleur contournant le bureau pour enlacer Béranger par le cou par derrière. Elle lui déposa un baiser fugace sur la joue. « Pourquoi cet air si tendu, grand chef ?»« Ça !» grogna Béranger, repoussant une pile de documents. « Apolline n'arrête pas de me casser la tête avec la restructuration des actions de la succursale de Lyon. Elle se plaint du pourcentage de répartition des dividendes. Ça me donne la migraine. » En entendant le nom d'Apolline, Zélie cacha son agacement. Elle approcha une chaise à côté de Bérenger et s'assit en croisant les jambes. « Chérie, pourquoi continues-tu à la laisser s'en mêler? C'est juste une provinciale, sans une once de style qui ne connaît rien à l'expansion agressive. N'était-elle pas juste une femme au foyer qui vit au crochet de ton succès ?» Béranger resta silencieux. Son ego donnait raison à Zélie. « Mon cœur, c'est mon entreprise. Je veux dire, ton entreprise. » se corrigea Zélie avec un doux sourire. « Tu es le cerveau. Tu es le visage public. Jusqu'à quand vas-tu laisser les affaires administratives que ta femme t'envoie de la maison te déranger? Tu dois prendre le contrôle total. Prouve au conseil d'administration que tu es le seul souverain du groupe Aurel. S'il le faut, jette tous ses papiers. Fais-lui comprendre quelles sont ses limites. » Béranger regarda Zélie, puis la pile de documents. « Tu as raison. J'ai été trop mou. J'ai construit tout ça. C'est moi qui dois décider. » Zélie sourit satisfaite. Elle s'adossa confortablement dans le fauteuil moelleux, imaginant que bientôt le titre de Madame Béranger deviendrait le sien. Elle avait l'impression d'avoir toutes les cartes maîtresses en main. Elle pensait avoir manipulé la situation avec génie. Ce que ni Zélie ni Béranger ne savaient aveugler par leur ego, c'est que les documents que Béranger venait de repousser n'étaient pas de simples formalités administratives. Il s'agissait de rapports de cession de pouvoir légal que l'homme avait stupidement ignorés. Dans son aveuglement, Zélie avait déclaré la guerre à la personne qui contrôlait l'air qu'il respirait dans ce bâtiment. Une erreur fatale de la part d'une stagiaire qui pensait pouvoir renverser la fondatrice originelle. Les pas d'Apolline sur l'épaisse moquette de la salle du conseil ne produisaient aucun son.
Cependant, sa simple présence suffit à faire chuter la température de la pièce d'un coup. Au bout de la table ovale en verre, Béranger dirigeait la réunion d'évaluation trimestrielle. L'homme était debout, les manches de sa chemise retroussées jusqu'au coude, tandis que Zélie était assise à ses côtés, occupée à prendre des notes sur une tablette dernier cri, se positionnant comme si elle était la maîtresse de maison. Dans les mains d'Apolline, une épaisse chemise bleue était fermement tenue. L'odeur caractéristique du papier mêlé au parfum d'ambiance artificielle, au citron de la salle, lui retournait l'estomac. Elle mettait rarement les pieds au siège social. Cependant, les rapports comptables de la succursale logistique en Provence montraient une anomalie terrifiante. Il y avait une fuite massive de fonds opérationnels qui, si on la laissait couler une semaine de plus, paralyserait la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. Apolline avait essayé d'appeler Béranger une douzaine de fois depuis la veille au soir, mais ses appels étaient systématiquement rejetés. « Excusez-moi pour l'interruption ». La voix d'Apolline résonna calmement coupant court à la présentation du directeur financier qui se tut instantanément pâle. Tous les regards se tournèrent vers elle. Il y a une crise de liquidité à la succursale de la région PACA. Béranger, nous devons geler les dépenses de la division promotionnelle ce mois-ci pour couvrir le déficit. J'ai apporté le résumé de l'audit dans ce dossier. Béranger foudroya sa femme du regard, la mâchoire crispée. Une veine palpita dans son cou devant les cadres dirigeants et surtout devant Zélie qui regardait maintenant Apolline avec un sourire méprisant. Béranger sentit que son autorité était piétinée. « Qu'est-ce que tu fabriques à débarquer dans une réunion sans rendez-vous » siffla Béranger, sa voix grave et menaçante. « C'est une urgence, Béranger. Et si les documents de légalité de la restructuration ne sont pas signés aujourd'hui ?» Clac. Béranger frappa la table en verre de la paume de sa main. Le son de l'impact résonna violemment, faisant sursauter plusieurs employés sur leur siège. Apolline ne scia pas une seconde. « Ça suffit, Apolline !» hurla Béranger en pointant la porte du doigt. « Pour qui te prends-tu pour gérer la trésorerie de l'entreprise dans une instance officielle ? Les affaires à plusieurs millions ne sont pas ton monde. Toi reste à l'arrière. Occupe-toi de la maison. N'amène pas ta mentalité de ménagère effarouchée dans la salle du conseil. Tu me fais honte. » Un silence asphyxiant remplit la pièce. Zélie baissa la tête, cachant un sourire de victoire qui se dessinait clairement sur ses lèvres peintes en rouge sombre. Plusieurs employés échangèrent des regards gênés, n'osant pas respirer trop fort. Apolline resta immobile. Les mots l'avaient frappée à l'estomac, mais étrangement, elle ne ressentait plus de douleur. La corde fragile, qui maintenait son empathie pour l'homme devant elle, venait de se rompre avec un craquement silencieux. Apolline baissa lentement les yeux, regardant la chemise bleue entre ses mains, puis releva le regard pour plonger dans celui de son mari. « Très bien. Si c'est ce que vous souhaitez, monsieur le directeur, » dit Apolline d'une voix très basse, très froide, presque comme un murmure de vent par une nuit d'hiver. Elle fit demi-tour et sortit quittant la pièce sans un regard en arrière. Béranger crut qu'il venait de gagner une dispute et de réaffirmer son pouvoir. Il ignorait que le claquement de la porte de la salle du conseil qui se fermait derrière Apolline était le son du dernier clou dans le cercueil de sa carrière. L'arôme des grains de café arabica torréfiés emplissait l'air d'un salon de thé caché dans une petite rue du Marais. L'endroit avait été conçu à dessein pour être discret sans enseigne tape. Ah, l'œil, ce qui en faisait le refuge parfait pour les cadres qui souhaitaient tenir des réunions secrètes loin des regards du public. Dans un recoin peu éclairé derrière un paravent en bois sculpté Apolline, était assise le dos appuyé contre la banquette en velours grenat. Elle n'avait rien commandé. Au lieu de cela, elle avait sorti son petit thermos de son sac. Elle versa son espresso noir, écorcé dans le couvercle, et laissa la vapeur s'élever. Elle avait besoin de quelque chose d'amer pour garder l'esprit vif. La clochette au-dessus de la porte d'entrée tinta doucement. Une femme vêtue d'un tailleur asymétrique gris, anthracite entra. Ses talons aiguilles résonnaient avec un rythme ferme. Ah, c'était Garance, l'une des avocates d'affaires les plus redoutables de Paris, et accessoirement la meilleure amie d'Apolline depuis l'université, quelqu'un qui savait parfaitement à quel point les crocs de cette femme étaient acérés avant qu'elle ne décide de se cacher dans l'ombre de son. « Marie, j'ai annulé ma réunion avec le conseil d'une banque étrangère.
Juste parce que tu m'as dit que c'était une question de vie ou de mort, dit Garance en s'asseyant en face d'Apolline. Les yeux perçants de l'avocate scrutèrent le visage de son amie à la recherche d'un signe de faiblesse. Elle ne trouva rien d'autre qu'un calme mortel. Que se passe-t-il? Apo Béranger a fini par faire des siennes. Apolline ne répondit pas avec des mots. Elle prit son sac, en sortit la même chemise bleue qu'elle avait apportée à la salle du conseil, la veille, et la fit glisser lentement sur la table en bois, jusqu'à ce qu'elle s'arrête juste devant Garance. « J'ai besoin d'un audit jury-comptable de ces feuillets, discret, exhaustif, du moindre mouvement de compte à l'augmentation des fonds de relations publiques jusqu'à l'historique d'utilisation de la carte bancaire de l'entreprise, déclara Apolline d'une voix neutre. Elle but une gorgée de son café, laissant l'amertume se répandre sur sa langue. Mais le plus important, je veux que tu revalides tous les statuts, les procès-verbaux des assemblées générales des 5 dernières années et la force juridique des clauses qu'ils contiennent. Garance fronça les sourcils. Ses mains, ornées d'une montre de luxe, ouvrirent le dossier. Ses doigts agiles tournèrent rapidement les pages. Le silence s'empara de leur table pendant plusieurs minutes, seulement rompu par le bruissement du papier et les soupirs contenus de Garance. Lentement, les froncements de sourcils de l'avocate disparurent, remplacés par un demi-sourire qui se transforma peu à peu en un rictus de prédateur. Elle referma le dossier et croisa les bras sur la table, regardant Apolline avec une lueur d'admiration dans les yeux. « Apolline !» murmura Garance en se penchant en avant. « Dis-moi que ton idiot de mari ne s'est pas rendu compte de ce qu'il signait réellement tout ce temps. » « Béranger est un homme qui déteste les détails, » répondit Apolline calmement, le regard fixé droit devant elle. « Il aime les applaudissements, les projecteurs et les poignées de main avec les ministres. Pour lui lire un document juridique de 500 pages, c'est un travail de larbin. Il ne se soucie que de l'endroit où il doit apposer la signature de son stylo hors de prix. » Garance laissa échapper un petit rire sec et sans joie. Elle tapota légèrement la chemise bleue. C'est plus qu'un simple document Apo. C'est une bombe à retardement d'une puissance inouïe, prête à anéantir tout son ego. Garance rouvrit la page centrale des statuts de l'entreprise. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Légalement, lorsque vous avez fondé le groupe Aurel, à partir de rien, vous avez utilisé l'héritage de tes parents comme garantie du capital initial. C'est pourquoi ta participation actionnariale était déjà majoritaire dès le début. Mais le coup de génie, c'est ce qui s'est passé il y a 3 ans quand l'entreprise a frôlé la faillite et a eu besoin d'une injection de capitaux privés. Apolline hocha légèrement la tête, se souvenant des nuits blanches où elle avait vendu ses bijoux et liquidé tous ses placements personnels, en secret, les injectant dans l'entreprise, sous forme de prêts convertibles en actions. Ton mari, dans sa paresse à lire les rapports annuels de l'Assemblée générale, poursuivit Garance avec des yeux brillants de malice, ne s'est pas rendu compte qu'à chaque fois qu'il signait la clôture de l'exercice et approuvait les résolutions des actionnaires que tu et rédigeais, il reconnaissait systématiquement la dilution de ses propres actions. Garance pointa du doigt un pourcentage imprimé en gras au bas de la page. 75. Non, avec la dernière conversion, 85%. 85% de la propriété absolue du groupe Aurel est légalement entre tes mains, Apolline. Le reste est réparti entre des investisseurs minoritaires. Et la position de Béranger, demanda Apolline. Même si elle connaissait déjà la réponse, elle voulait l'entendre de la bouche d'une experte en droit. Garance sourit avec cynisme. Son nom figure sur l'extrait CBIS en tant que directeur général. Le public l'appelle le PDG parce que c'est lui qui passe toujours à la télévision en tant que mandataire social. Mais aux yeux du droit des sociétés, Béranger n'est qu'un cadre supérieur, grassement payé par l'entreprise. Il n'a pas de vote majoritaire. Il ne peut prendre aucune décision d'acquisition sans ton approbation. Et le meilleur dans tout ça. Garance se pencha de nouveau, sa voix baissant d'un ton affûté. Toi, en tant qu'actionnaire majoritaire et présidente, tu as l'autorité totale pour le révoquer unilatéralement quand tu le souhaites. Sans indemnité, si nous incluons les preuves de détournement de fonds de l'entreprise qu'il a utilisées pour sa maîtresse, c'est un licenciement pour faute lourde. Apolline baissa les yeux vers le couvercle de son thermos désormais vide.
Il n'y avait aucune joie dans sa poitrine, seulement une ironie d'une tristesse désolante. L'homme qui, pendant des années, lui avait dit de se cacher dans la cuisine qu'il la considérait comme ignorante du monde des millions d'euros, vivait en réalité à ses crochets. Apolline releva la tête, ses yeux reflétant une détermination d'acier que personne ne pourrait plier. Cette exécution, elle allait la rendre aussi grandiose que possible. Le grand lustre en cristal trônait arrogant au milieu du luxueux appartement haussmannien que Béranger avait loué spécifiquement pour ses rencontres avec Zélie. D'épais rideaux de velours couvraient les fenêtres qui donnaient sur le paysage nocturne étincelant de Paris. Sur la table de chevet en marbre blanc reposait une grande enveloppe noire au bord doré qui reflétait la lumière. Béranger était assis au bord du lit portant une chemise en soie à moitié déboutonnée. Dans ses mains, il tenait fermement un carton d'invitation épais parfumé à la vanille qu'il avait sorti de l'enveloppe. Son cœur battait la chamade pompant un sang chargé d'un orgueil débordant. « Prix national de l'entrepreneur de l'année », murmura Béranger les yeux rivés sur les lettres dorées imprimées sur le carton. « La soirée de gala la plus importante pour les magnats du pays. Et regarde ça, Zélie. Mon nom est en tête des nominations pour l'entrepreneur de l'année. » Zélie, qui venait de sortir de la salle de bain enveloppée dans un peignoir en éponge blanc, courut vers Béranger. L'odeur d'un savon de luxe émanait de sa peau. Elle s'assit sur les genoux de l'homme, lui arrachant l'invitation, les yeux pétillants. « Mon Dieu, mon amour, c'est incroyable !» couina Zélie d'un ton aigu de joie. « C'est l'événement où le ministère de l'économie invite directement. Ça veut dire que tu es maintenant au niveau des plus grands requins de la finance de ce pays. » Béranger rit aux éclats un rire profond et chargé d'arrogance. Il attira Zélie par la taille. « Bien sûr, c'est la preuve que ma politique de fer, au sein du groupe Aurel, porte ses fruits. Les gens voient mes accomplissements. Le public me reconnaît comme le roi de l'industrie. »« Tu es le roi chéri », murmura Zélie à l'oreille de Béranger en jouant avec le col de sa chemise en soie. « Et un roi a besoin d'une reine à sa hauteur pour être à ses côtés sur le tapis rouge. Pas d'une femme de ménage qui ne sait même pas comment tenir une flûte de champagne. » Béranger caressa les cheveux de Zélie, réfléchissant à ses paroles. Cet événement n'était pas une simple cérémonie. C'était une tribune pour faire une déclaration. Les médias de tout le pays seraient présents, des millions d'yeux observeraient. S'il y allait avec Apolline, son image d'homme moderne, agressif et inarrêtable s'évanouirait à cause de l'aura bien trop réservée et ennuyeuse de sa femme. « Tu as raison », dit Béranger lentement, le regard perdu, imaginant les flashs des appareils photos qui pleuvraient sur eux. « Je t'emmènerai à cet événement, Zélie. Tu marcheras à mes côtés sur ce tapis rouge. Que tous mes associés voient qui est ma véritable partenaire. » Zélie sourit triomphante en lassant le cou de Béranger avec force. Dans l'esprit de la jeune maîtresse, la soirée de remise des prix serait la nuit de son couronnement en tant que nouvelle reine. Tous deux plongèrent dans une euphorie de faux pouvoir aveuglés par l'ambition et un ego démesuré sans se rendre compte que l'invitation dorée qu'ils tenaient était en réalité une convocation à leur propre exécution. Public. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les interstices des rideaux de la chambre principale, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. L'ambiance pendant le petit déjeuner dans la salle à manger de la luxueuse maison était aussi froide que le sol en marbre sous les pieds d'Apolline. Elle était assise tranquillement étalant de la confiture d'abricot sur une tartine beurrée. Pendant ce temps, Béranger, de l'autre côté de la table, mâchait tout en tapant, sans arrêt, sur son téléphone portable. L'homme semblait agité, mais aussi rempli d'une anticipation qu'il ne pouvait dissimuler. « Ce soir, j'ai un événement important », dit Béranger sans prendre la peine de lever les yeux de son écran. « Le gala des prix nationaux de l'entrepreneur. Tu dois venir. » Vauda, la main d'Apolline s'arrêta. Le couteau à confiture flotta à 1 centimètre de la tartine. « C'est étrange que tu m'invites à un événement mondain, Béranger. D'habitude, tu dis que je ne suis qu'un fardeau. » Béranger souffla, posant finalement son téléphone. « C'est une simple formalité, Apolline. Le protocole exige que chaque invité marié amène son conjoint sur les lieux. Pour des questions d'enregistrement d'administration, que sais-je, une bureaucratie absurde. Mais écoute-moi bien, je ne veux pas que tu ruines mon image là-bas. » Apolline regarda son mari droit dans les yeux. « La ruiner. Comment ? C'est un
La ruiner comment? Tu le sais très bien, non. L'ambiance là-bas est élitiste. Il parle de macroéconomie d'action mondiale et d'investissements transnationaux, dit Bérenger d'un ton nettement condescendant. Il but une gorgée d'eau avec un air de supériorité. Habille-toi très simplement. Quand nous arriverons à l'hôtel, tu resteras dans la voiture avec Anselme. J'entrerai dans la salle. C'est une soirée pour les gros bonnets, pas un endroit pour une femme au foyer comme toi. Je n'ai pas envie de devoir expliquer à mes associés pourquoi ma femme ne comprend rien à l'industrie que j'ai bâtie. Apolline baissa les yeux comme si elle avalait la pilule amère du rejet. Sous son visage imperturbable, les muscles de sa mâchoire se tendirent. Cependant, elle parvint à contrôler son expression faciale à la perfection, régula sa respiration, puis releva le visage avec la même expression soumise qu'elle avait toujours montrée depuis 7 ans, devant l'homme arrogant qui lui faisait face. « D'accord, Bérenger », répondit Apolline doucement, presque dans un murmure de résignation. « J'irai, je m'habillerai simplement, et je t'attendrai dans le parking. Si c'est ce qu'il y a de mieux pour ton image ?» Bérenger sourit satisfait, sentant qu'une fois de plus, il avait dominé sa femme sans aucune résistance. Il se leva de sa chaise, prit sa veste et sortit vers le garage sans dire « merci » ni « au revoir ». Dès que Bérenger fut parti, Apolline se leva de table, marcha calmement vers la chambre principale et ouvrit la porte de son armoire en bois massif. Sa main droite glissa entre les piles de vêtements qu'elle avait l'habitude de porter au quotidien. Ses doigts palpèrent une texture de satin de soie froide et douce. C'était une élégante robe haute couture vert émeraude qu'elle avait commandée en secret à un célèbre créateur de l'avenue Montaigne le mois précédent. La robe était parfaitement cachée dans le recoin le plus sombre de son dressing. Les doigts d'Apolline caressèrent les délicates broderies du corsage de la robe. Ses lèvres se courbèrent lentement vers le haut, formant un sourire asymétrique que Bérenger n'avait pas vu depuis des années. Le sourire d'un grand maître des échecs qui vient de permettre à son adversaire de prendre un pion uniquement pour piéger le roi. Dans un échec et mat inévitable, la mascarade du matin était terminée. Le compte à rebours pour la nuit de la destruction de ce stupide dictateur avait officiellement commencé. Le bruit de l'eau de la douche dans la salle de bain principale résonnait entrecoupé par le fredonnement faux de Bérenger qui rebondissait sur les murs de marbre. L'homme se préparait pour la nuit qu'il croyait être son couronnement. À l'extérieur de la salle de bain, l'ambiance était tout l'opposé, silencieuse, mesurée et pleine de prudence. Apolline se tenait devant son lit, double insérant, une valise cabine en polycarbonate noir, dans un grand sac en toile qu'elle utilisait habituellement pour transporter des documents. À l'intérieur de la petite valise était pliée avec soin une robe en soie vert émeraude qui irradiait un éclat verdoyant et élégant. Apolline caressa la surface de la valise un instant, sentant la froideur du matériau dur qui cachait son arme secrète, avant de fermer la fermeture éclair du sac en toile. Ses pas ne faisaient presque aucun bruit, tandis qu'elle descendait l'escalier en colimaçon en marbre vers le garage. L'odeur caractéristique de l'huile de moteur et l'air sec du garage l'accueillirent. Là, Anselme nettoyait le capot de la Mercedes Classe S avec un chiffon en microfibre, s'assurant qu'elle brillait à la perfection pour son patron. En voyant Apolline arriver chargée, Anselme s'empressa de s'approcher. « Laissez-moi vous aider, madame. »« S'il vous plaît, rangez ce sac dans le coffre, Anselme, que monsieur Bérenger ne le voie pas en montant, » ordonna Apolline dans un murmure. Son visage était calme, mais ses yeux irradiaient une détermination absolue. Anselme hocha la tête avec obéissance, sans poser de questions. Il travaillait depuis trop longtemps pour cette famille et son instinct lui disait quand il devait rester silencieux. Une fois le sac en sécurité dans le compartiment le plus reculé, Apolline sortit le téléphone de la poche de sa robe. Ses doigts dansèrent sur l'écran composant un numéro secret qui n'était pas enregistré dans ses contacts. La sonnerie retentit 2 fois, avant qu'une voix de baryton grave et professionnelle ne réponde de l'autre côté. « Bonsoir, Madame Apolline. Tous les préparatifs sont conformes au protocole. » C'était Vianney, le fondateur de l'agence d'événementiel la plus élitiste de la capitale chargée du prestigieux gala de ce soir-là. Vianney était l'une des rares personnes en dehors du cercle intime, à savoir qui était le véritable payeur des factures des grands événements de la ville.
Il savait à qui appartenait la signature qui rendait la célébration de ce soir possible. « Assurez-vous que le programme ne dévie pas d'1 minute, monsieur Vianney, » dit Apolline. Ses yeux se fixèrent sur son reflet dans la vitre sombre de la voiture. « Et l'accès par l'ascenseur de service depuis le sous-sol jusqu'à la loge VIP du premier étage est-il bien dégagé ? » « Oui, madame. Votre avocate, maître Garance, attend déjà dans le salon avec l'équipe de stylistes qui ont signé un accord de confidentialité. Nous n'attendons plus que votre arrivée. »« Bien, j'y serai ponctuellement. » Apolline raccrocha. Elle regarda l'écran sombre de son téléphone, voyant son reflet une fois de plus. Il n'y avait plus de doute. Le décor était planté, le scénario était écrit, et ce soir, elle dirigerait elle-même la fin de la pièce de théâtre Bon Marché de son mari. Le trajet jusqu'au palace 5 étoiles près de la place Vendôme sembla plus long que d'habitude. À l'intérieur de l'habitacle de la Mercedes rafraîchi par la climatisation, le silence était aussi dense que le brouillard nocturne. L'arôme pénétrant de l'eau de Cologne de Béranger remplissait l'espace tentant de le dominer, à l'image de son propriétaire qui voulait toujours tout dominer. Béranger était assis les jambes croisées, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone qui projetait une lumière bleutée sur son visage. Ses doigts tapaient rapidement entrecoupés de sourires contenus. Apolline n'avait pas besoin de deviner avec qui il échangeait des messages. Elle pouvait imaginer Zélie dans un autre taxi se plaignant peu, être des embouteillages parisiens, ou lui envoyant une photo de son maquillage pour obtenir un compliment du roi. Sur les genoux d'Apolline, sous les plis de sa robe sombre, sa main serrait fermement le bord d'un porte-documents en cuir. À l'intérieur reposait tranquillement une chemise bleue, ce vieil objet, rempli de feuilles de papier, que Béranger avait méprisé pendant des années. Apolline en caressa la texture, sentant les rainures de la chemise. Ses documents juridiques respiraient, battaient à l'unisson avec son cœur, unissant la sueur et le sang qu'elle avait sacrifiés par le passé avec la justice qu'elle allait réclamer cette nuit. « Quand je te déposerai à l'entrée, ne descends pas, » dit soudain Béranger brisant le silence. Sa voix rebondit froidement sur la vitre de la voiture. Il ne regardait toujours pas sa femme. Qu'Anselme emmène la voiture directement au parking souterrain. Attends-la. L'événement se terminera probablement après minuit. Si tu as faim, commande à manger sur une application. Mange dans la voiture. Oui, Béranger, répondit Apolline brièvement. Elle dirigea son regard vers la vitre, contemplant les immeubles haussmanniens et les monuments qui se dressaient fièrement contre le ciel nocturne de Paris. Ces bâtiments émettaient une lumière dorée, témoins silencieux de centaines d'intrigues et de trahisons qui se produisaient chaque seconde dans la ville. La voiture tourna lentement vers l'entrée resplendissante de l'hôtel. Une file de voitures de luxe européennes attendait de manière ordonnée. Les flashs des appareils photos des journalistes ressemblaient à un petit orage électrique autour du tapis rouge. Béranger ajusta le col de sa veste. Ses yeux brillaient d'un éclat sauvage assoiffé d'attention. Dès que la voiture s'arrêta devant l'entrée, un voiturier ouvrit la porte. Béranger sortit sans un seul regard en arrière. La portière de la voiture se ferma avec un son sourd. Derrière la vitre teintée, Apolline vit son mari attendre un instant jusqu'à ce qu'un taxi VTC haut de gamme s'arrête à proximité. Zélie, en sortit avec sa robe rouge voyante, s'approcha de Béranger et lui prit le bras avec une fierté feinte. La Mercedes, dans laquelle voyageait Apolline, avança lentement, laissant derrière elle le hall, bruyant et brillant, descendant par la rampe en béton qui serpentait pour s'enfoncer dans la gueule du sous-sol sombre et humide. La ligne du temps revenait enfin à son point de départ. L'attente dans le parking silencieux avait commencé. Le doux bourdonnement de la climatisation dans l'habitacle commença à sembler monotone. Les néons du plafond du sous-sol clignotaient de temps en temps, projetant une lumière pâle sur la rangée de voitures de luxe garées en silence. Au volant, Anselme contenait toujours son agitation émotionnelle, après avoir vu ce qui s'était passé à l'entrée. Apolline, en revanche, ne laissa pas ses émotions dominer sa raison. Elle ouvrit son sac et sortit le petit thermo qu'elle portait toujours. Une fine vapeur s'éleva lorsqu'elle versa le liquide sombre et dense dans le couvercle. L'arôme aigu et amer du café torréfié remplit instantanément l'habitacle, chassant les restes du parfum écœurant de Béranger. Elle le sirota lentement, amer,
aussi amer que la réalité qu'elle avait dû avaler pendant des mois, mais aussi rafraîchissant. Il ramenait toute sa conscience à un point de concentration maximale. En baissant le couvercle du thermos, le regard d'Apolline se posa sur sa main gauche. À son annulaire, elle portait une simple bague en argent. Son design était démodé, son éclat argenté s'était estompé et elle était rayée à plusieurs endroits. Ce n'était pas une bague en diamant de plusieurs centaines de milliers d'euros comme celle que portaient les épouses des magnats. C'était une bague bon marché que Béranger avait achetée aux Puces de Saint-Ouen il y a 7 ans, quand il partageait encore un simple jambon-beurre sur le balcon d'un petit appartement en location. « Je te le promets, Apo. Un jour, je changerai cette bague contre le plus gros diamant du monde. Nous réussirons ensemble. » La voix de Bérenger du passé résonna à ses oreilles. Apolline regarda la bague pendant un long moment. Ce petit objet était la dernière encre qui reliait ses sentiments à un passé naïf. Une époque où elle était prête à se consumer pour garder son mari au chaud. Mais cet homme avait oublié sa promesse aveuglée par l'éclat d'une richesse qui en réalité n'était pas la sienne. D'un mouvement très lent, mais sans la moindre hésitation, les doigts de la main droite d'Apolline atteignirent la bague en argent. Elle tira dessus doucement. L'anneau frôla sa peau froide avant de se détacher complètement, laissant une légère marque rougeâtre sur son annulaire, désormais vide. Apolline se pencha en avant et posa la vieille bague en argent sur le tableau de bord de la voiture, juste devant le volant d'Anselme. Le petit bout de métal tinta doucement en touchant le plastique dur. Un adieu silencieux, sans larmes. À cet instant précis, l'écran du téléphone d'Apolline qui reposait sur le siège s'illumina. Un message du numéro de Vianney. Juste 5 mots brefs qui brisèrent les derniers vestiges du silence de la nuit. « Il est l'heure, madame. » Les pas d'Apolline résonnaient doucement dans le couloir en béton de la zone de service de l'hôtel. Cet endroit contrastait énormément avec l'opulence des étages supérieurs. Ici, l'arôme des viandes rôties des épices et le son des assiettes, qui s'entrechoquaient depuis les cuisines principales, se mêlaient à l'air chaud. Les employés de l'hôtel passaient à la hâte, mais aucun ne prêta attention à la silhouette de cette femme vêtue, simplement qui marchait accompagnée par Anselme, lequel portait son grand sac en toile. Ils arrivèrent devant une lourde porte en acier portant l'inscription « Accès strictement réservé au personnel ». Anselme approcha un badge d'accès spécial que Vianney lui avait glissé dans la poche de sa veste. La porte s'ouvrit avec un léger sifflement révélant un monte-charge, dont le système avait été verrouillé pour n'aller qu'à un seul étage. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au premier étage, l'atmosphère changea radicalement. Une épaisse moquette étouffait le bruit des pas, et la lumière tamisée des lampes en cristal remplaçait les néons éblouissants. Au bout du couloir secret, une porte en acajou était ouverte. Garance se tenait sur le seuil, les bras croisés, avec ce sourire affûté qui ne disparaissait jamais. Ponctuelle. Comme toujours, salua-t-elle en s'écartant pour la laisser passer. Apolline entra dans ce qui s'avéra être une suite de luxe transformée en loge improvisée. Un miroir bordé d'ampoules lumineuses dominait l'un des murs. 3 stylistes et conseillers en images professionnelles se levèrent immédiatement, s'inclinant respectueusement pour l'accueillir. Sur la coiffeuse en verre, Apolline posa son porte-documents, sortit le dossier de constitution usé et le plaça juste à côté d'une luxueuse boîte à bijoux. Un contraste qui expliquait tout de cette nuit-là. « Nous avons 45 minutes avant que le présentateur ne monte sur scène pour l'annonce principale, » dit Garance, en consultant sa montre. Elle regarda Apolline de la tête aux pieds. « Faisons en sorte que ton mari et sa poufiasse de bas étage ne puissent même plus respirer quand ils te verront. » Apolline acquiesça. Elle se dirigea derrière un paravent. On entendit le bruissement de la soie, tandis qu'elle se dépouillait de sa simple robe sombre. Lorsqu'elle sortit de derrière le paravent, l'atmosphère de la pièce changea instantanément. La robe en soie fluide de couleur vert émeraude épousait sa silhouette avec une élégance intimidante. Les perles délicates sur les manches et le col reflétaient la lumière comme des éclats de pierres précieuses dispersées. Ses cheveux, autrefois rigidement attachés, tombaient maintenant en de douces ondulations, encadrant son visage qui était désormais maquillé par des experts. Le maquillage n'était pas excessif,
mais il accentuait sa mâchoire ferme, et le regard de ses yeux, désormais aussi tranchant qu'une dague d'obsidienne. Lorsque la touche finale d'un rouge à lèvres de couleur nude fut appliquée, Apolline se leva de la chaise de maquillage. Garance, qui avait observé la scène assise, se leva lentement. La redoutable avocate pouvait à peine cacher son admiration. « Tu n'as pas l'air d'une PDG à peau », murmura Garance en caressant l'épaule de son ami. « Tu as l'air d'un bourreau venu réclamer une âme. » Apolline se regarda dans le miroir, prit la chemise bleue sur la table et la tint délicatement contre son flanc. « Alors, je serai le bourreau qui vient chercher une âme. » Garance répondit par un sourire de satisfaction. On entendit de légers coups à la porte en acajou. Un membre du personnel vêtu de noir passa la tête. L'appel était arrivé. La reine était prête à monter sur son trône. Le tintement des couverts en argent contre la porcelaine fine se mêlait à la musique de jazz classique interprétée par un groupe en direct dans un coin du salon. La gigantesque salle décorée de centaines de roses blanches et d'énormes lustres en cristal était imprégnée de l'arôme des parfums chers, des cigares de la Havane et des plats aux truffes de première classe. C'était l'écosystème des prédateurs financiers de Paris, un endroit où le sourire le plus aimable cachait souvent les intentions les plus létales. Au premier rang de table ronde, la zone réservée aux nominés VIP Bérenger était assis les jambes croisées, l'air désinvolte. Il faisait tourner une coupe en cristal contenant de l'eau gazeuse premium. Zélie était assise collée à lui, ne cessant de sourire à tous ceux qui passaient, ayant l'impression d'avoir réussi à entrer dans la caste la plus élevée de la société. Le trimestre prochain, nous prévoyons d'acquérir 2 usines dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre trésorerie est très saine, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter pour les prêts bancaires, disait Béranger d'une voix de baryton, délibérément forte, se vantant devant 2 hommes d'âge mûr à sa table. Ces 2 hommes étaient des magnats de l'immobilier vétérans avec 3 décennies d'expérience dans l'industrie. En entendant la fanfaronnade de Bérenguer, les 2 échangèrent un regard rapide. L'un d'eux, M. de Rostand, esquissa un sourire étrange et forcé. « Extraordinaire, monsieur Béranger, très agressif, » dit M. de Rostand en buvant une gorgée de vin. « Mais Madame Apolline a-t-elle déjà donné le feu vert pour cette acquisition? De ce que je sais, ses calculs sont très stricts lorsqu'il s'agit d'expansion d'actifs non liquides. » La mâchoire de Béranger se crispa en entendant le nom de sa femme dans cette assemblée. Zélie, à ses côtés, s'éclaircit la gorge. Son expression s'assombrit. « Apolline est mon épouse, monsieur de Rostand, » répondit Bérenger avec un rire forcé tentant de cacher son ego blessé. « Elle s'occupe des affaires administratives en coulisses, mais les décisions stratégiques au niveau du conseil d'administration sont purement entre mes mains. Elle ne se mêle pas des affaires des hommes sur le champ de bataille. » Monsieur de Rostand et son collègue restèrent silencieux. Cette fois, le regard qu'ils posèrent sur Bérenger n'était plus de l'étonnement, mais d'une pitié très sincère. Tous 2 savaient parfaitement qui détenait les certificats de garantie à la banque et qui avait la signature avec pouvoir juridique contraignant au sein du groupe Aurel. Cependant, une règle non écrite au sein de l'élite leur interdisait de se mêler des affaires internes des autres entreprises. Monsieur de Rostand se contenta de hocher lentement la tête, levant son verre comme une formalité pour clore la conversation. Béranger ne perçut pas la signification de ce regard de pitié. Il l'interpréta comme une marque de respect des vieux requins envers un jeune lion en pleine expansion comme lui. Son orgueil gonfla encore plus, jusqu'à toucher le plafond de la salle. Soudain, les lumières principales du salon baissèrent lentement. La musique de jazz s'arrêta. Remplacée par une mélodie orchestrale grandiose et palpitante, un projecteur d'une lumière blanc bleutée perça l'obscurité, balaya le tapis rouge et s'arrêta sur la scène principale. Vianney, le célèbre présentateur et organisateur de l'événement, marcha d'un pas ferme vers le pupitre, en acrylique transparent. Sa voix résonna claire et autoritaire, réduisant au silence les milliers d'invités en quelques secondes. « Mesdames et messieurs, chers piliers de l'économie de notre nation, nous sommes arrivés au moment le plus attendu de la soirée. Ce soir, nous ne remettons pas seulement un prix, nous dévoilons également un dévouement qui est resté invisible. » La voix de Vianney flottait dans l'air, faisant battre le cœur de Béranger avec force pompant l'adrénaline. L'homme arrogant ajusta son nœud papillon, se préparant à se lever.
Il sentait une couronne d'or géante flotter à quelques centimètres de sa tête, sans se rendre compte que ce qui descendait réellement lentement était une guillotine très aiguisée. L'atmosphère dans la gigantesque salle de bal devint soudainement silencieuse, comme si tout l'air avait été aspiré. Seul le tic-tac d'une horloge imaginaire géante semblait battre dans la poitrine de chaque invité. Sur la scène, Vianney ouvrit l'enveloppe au bord doré avec un mouvement lent et théâtral. Le bruit du papier se déchirant fut aigu, traversant le silence tendu. À sa place VIP au premier rang, Bérenger s'était déjà avancé sur le bord de sa chaise. Les paumes de ses mains reposaient sur ses genoux. Les muscles de ses jambes étaient tendus prêts à se lever. Il avait répété son discours de victoire encore et encore dans sa tête. Comment saluerait-il les ministres? Comment louerait-il son propre génie en restructurant l'entreprise? Et bien sûr, un léger sourire vers Zélie, en reconnaissance de sa nouvelle associée. Zélie n'était pas moins excitée. Sa main agrippait la manche de la veste de Béranger avec une telle force que ses ongles peints d'un rouge intense traversaient presque le tissu coûteux. Sa respiration était haletante. Dans sa tête, elle concevait déjà la publication sur les réseaux sociaux qui allait révolutionner tous ses collègues de bureau le lendemain matin. Elle était prête à être le centre de l'univers. Le prix de l'entrepreneur de l'année de cette édition. La voix de Vianney résonna profondément rebondissant dans les recoins en marbre de la salle. Ne se juge pas seulement par l'ampleur des chiffres de bénéfices imprimés sur un papier. Le jury composé d'experts économiques et de membres du gouvernement a cherché une anomalie, une figure qui n'est pas seulement habile pour parler devant les médias, mais qui est le véritable cerveau, l'architecte silencieuse d'un empire commercial. Béranger déglutit. Il acquiesça lentement d'accord avec chaque mot du présentateur. « Oui, c'est moi. Je suis l'architecte », hurlait son esprit avec arrogance. « Le gagnant de ce soir », continua Vianney, en faisant une pause de quelques secondes qui parut une éternité, est l'actionnaire majoritaire qui valide chaque étape d'expansion avec une intelligence juridique et financière. Extraordinaire, la fondatrice originelle du géant de l'entreprise, qui nous accueille tous. Le sourire de Béranger s'élargit. Ses dents blanches brillèrent sous la lumière tamisée. Il commença à prendre une grande inspiration, se préparant à afficher un visage de fausse humilité. Il sentait que la couronne de la victoire lui effleurait déjà les cheveux. Il se prépara à monter les marches de la scène sans se rendre compte que les marches qu'il allait fouler étaient faites d'une illusion qui allait bientôt voler en éclats. Accueillons avec le plus haut des honneurs. Vianney leva les yeux de la carte gagnante. Sa voix monta de 2 octaves, résonnant de toute sa force. La propriétaire légitime actionnaire majoritaire et cerveau principal derrière le succès du groupe Aurel, Madame Apolline. Le nom flotta dans l'air, s'écrasa contre les murs du salon et frappa les oreilles de Béranger comme un marteau d'une tonne. Béranger, qui avait déjà soulevé son corps de quelques centimètres de la chaise, resta soudainement figé. Ses poumons semblèrent oublier comment fonctionner. Son cœur rata un battement douloureux. Sa tête bourdonnait violemment. Apolline, le nom de sa femme. Pourquoi Vianney mentionnait-il le nom de sa femme au foyer? Le comité avait-il fait une erreur d'impression fatale? Zélie, à ses côtés, resta également sans souffle. Elle se tourna rapidement vers Béranger, les sourcils froncés, exigeant une explication que l'homme ne pouvait donner. « Chérie, ta femme. C'est sûr qu'il a mal lu, n'est-ce pas ?» balbutia Zélie, d'une voix tremblante. Béranger ne répondit pas. Ses yeux se rivèrent sur la scène. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, mais aucun son ne sortit. Il tenta de traiter la situation. Son esprit engourdi par la superbe cherchait une rationalisation. Être Apolline, avait-elle été invitée à monter comme accompagnatrice? Non, que Vianney avait clairement dit propriétaire légitime et actionnaire majoritaire. Quelque chose de froid commença à monter de la pointe des pieds de Béranger jusqu'à sa colonne vertébrale. Avant que le cerveau de Béranger ne puisse formuler une protestation, le projecteur principal de la scène se déplaça rapidement. Au lieu de pointer vers la chaise de Béranger au premier rang, la lumière aveuglante blanc-bleutée traversa la mer d'invités, perça l'obscurité et s'arrêta exactement en haut de l'élégant grand escalier du salon, qui descendait en courbe depuis le premier étage.
Toutes les têtes dans la salle des centaines de pairs, dieux de magnats de journalistes et de fonctionnaires, se tournèrent à l'unisson vers la source de lumière. Un silence absolu s'empara de la pièce. Il n'y avait plus de murmures, plus de tintements de verre. Tous attendaient la figure dont le nom venait de bousculer leur compréhension. Sous le bain de lumière aveuglante, une paire de talons aiguilles couverts de cristaux sortit lentement de l'ombre. La porte de l'exécution s'était grande ouverte, et le bourreau ne venait pas avec une hache, mais descendait avec une élégance prête à tuer quiconque la regarderait. La pointe des talons toucha le tapis rouge avec un bruit sec mais résonnant. Apolline descendit par l'escalier principal, baignée dans une lumière blanche et radieuse qui la faisait paraître lumineuse. La robe en soie émeraude qui épousait son corps bruissait doucement, reflétant un éclat de luxe qui éclipsait les robes de créateurs des autres femmes de la salle. Ses cheveux coiffés avec une sophistication impeccable encadraient un visage qui irradiait un calme absolu sans une once de doute. Mais ce qui rendait la scène si surréaliste et intimidante n'était pas la robe de luxe ni son maquillage. Au lieu de porter un sac à main incrusté de diamants, comme c'était la coutume pour les mondaines, la main droite d'Apolline tenait avec élégance un objet étrange contre sa poitrine. Une chemise cartonnée bleue, légèrement usée. Le document légal qui pendant des années avait été méprisé et ignoré comme de la paperasse administrative, était maintenant porté par Apolline, comme s'il s'agissait d'un décret royal. Derrière elle, à 2 pas de distance, Garance la suivait dans son tailleur gris anthracite, fixant la foule comme un général de guerre qui escorte sa reine. Dès que les pieds d'Apolline touchèrent le sol du salon, Monsieur de Rostand, le magnat de l'immobilier, qui était à la même table que Berenguer, fut le premier à se lever. Il posa sa serviette sur sa table, regarda Apolline avec un profond respect et commença à applaudir. Les applaudissements se propagèrent immédiatement. Un par un, les vieux requins de la finance, les ministres et les directeurs de diverses entreprises géantes se levèrent de leur siège. Le son des applaudissements se transforma en un grondement créant une ovation debout qui fit vibrer le sol. Apolline s'avança en se frayant un chemin à travers la foule. L'Apolline, l'arôme des roses blanches de la décoration se mêlait à l'odeur de sa victoire. De temps en temps, elle inclinait légèrement la tête pour rendre le respect aux vétérans des affaires qui la regardaient avec admiration. Ils voyaient enfin le génie qui avait contrôlé le marché depuis l'ombre, la femme dont les calculs effrayaient la bourse. Le chemin vers la scène exigeait qu'Apolline passe par la table VIP. Béranger était là pétrifié. Son corps tremblait violemment. La sueur froide commençait à tremper le col de sa chemise en soie. Il fixa la femme qui s'approchait. C'était sa femme, oui. Ses traits étaient les mêmes, mais son aura avait complètement changé. Cette Apolline n'était pas la femme à qui il avait ordonné d'attendre dans le parking. C'était un géant qui venait de se réveiller de sa léthargie. Quand Apolline passa juste devant sa table, l'arôme du tissu émeraude de sa robe imprégna l'air. Elle ne sentait pas l'ail, elle ne sentait pas la lessive, elle ne sentait que le pouvoir absolu. Apolline passa devant Béranger. Elle ne se tourna pas, elle ne ralentit pas le pas. Ses yeux regardaient directement vers la scène, traitant son mari, comme s'il était une particule de poussière invisible, collée au tapis rouge. Ce mépris total fut beaucoup plus douloureux pour Béranger que n'importe quelle gifle physique. « C'est une putain d'erreur, c'est moi qui ai construit cet empire », hurla Berenguer, perdant totalement son sang-froid. Sa voix rauque et désespérée résonna avec force dans le salon. « Apolline, qu'est-ce que tu fabriques ? Descends de là. C'est mon événement, » exigea-t-il en faisant un grand pas erratique vers elle. Mais avant que ses doigts ne puissent toucher le tissu émeraude, 2 hommes en costume noir, avec des oreillettes, la sécurité de première ligne de l'événement, l'interceptèrent. L'un d'eux attrapa le poignet de Béranger, avec force le tordant légèrement vers l'arrière, jusqu'à ce que Béranger gémisse de douleur. « Veuillez retourner à votre place, monsieur. Ne dérangez pas notre invité VIP, » dit le vigile d'un ton bas mais létal. Apolline ne s'arrêta qu'1 seconde. Elle regarda par-dessus son épaule. Ses yeux froids et vides plongèrent directement dans ceux de Béranger, qui étaient maintenant remplis de terreur. Elle ne dit pas un seul mot. Son regard dévia un instant vers Zélie,
qui restait assise, figée sur sa chaise, le visage aussi pâle qu'un cadavre. La jeune maîtresse fixait maintenant le sol, réalisant qu'elle avait choisi la mauvaise proie. Elle ne sortait pas avec un roi. Elle sortait avec le bouffon de compagnie de la reine. Apolline reprit son chemin, montant les marches de la scène avec élégance, aidée par Vianney, qui l'accueillit avec un sourire révérencieux. En bas, la respiration de Béranger devint saccadée. Le monde autour de lui commença à tourner. Le son des applaudissements qui continuaient de résonner ressemblait maintenant au rugissement d'une tempête qui se moquait de lui. Il regarda autour de lui. Les magnats devant lesquels il s'était vanté le regardaient maintenant avec mépris. Le regard de pitié s'était transformé en un regard de dégoût. Les flashs de ses conversations avec Garance et Apolline des mois auparavant, lorsqu'il refusait de lire les documents légaux, lui revinrent à l'esprit comme un éclair. Pourcentage d'action close, de pouvoir droit de vote majoritaire. Sa stupidité de refuser de s'occuper de la paperasse. Tout prenait sens. Maintenant, il n'avait plus rien. Il n'était personne. La voiture de fonction, la maison, les cartes de crédit de la société, le statut, tout n'était qu'un prêt qui pouvait être retiré à tout moment par la femme qui se tenait sur la scène. La honte insupportable combinée à la terreur de la banqueroute imminente attaqua le système nerveux de Béranger simultanément. Son cœur battait de façon irrégulière. Des points noirs commencèrent à apparaître dans sa vision périphérique. Ses jambes tremblantes ne pouvaient plus supporter son poids. Devant des centaines de pères d'yeux qui le regardaient avec dédain, le corps de Béranger s'effondra sur le sol moquetté inconscient, enterré sous les décombres de son propre ego. Apolline se tenait derrière le pupitre, en acrylique transparent. La lumière du projecteur semblait chaude sur son visage. Face à elle, des centaines de participants se rasseyaient lentement, laissant un silence plein d'attente. Depuis la scène, le regard d'Apolline balaya tout le salon. Ses yeux captèrent sans le vouloir un petit tumulte dans le coin droit du premier rang. Plusieurs membres de la sécurité s'empressaient d'emporter le corps d'un homme en costume qui gisait inerte le sortant de la salle par une porte latérale pour ne pas gâcher l'esthétique de l'événement. À la même table, une femme en robe rouge se cachait le visage avec un petit sac, pleurant paniquée, et s'enfuit en courant derrière eux d'un pas chancelant. Apolline prit une grande inspiration. Son pouce gauche caressa inconsciemment la base de son annulaire, désormais vide et froid. Elle ressentit une étrange pointe de douleur dans la poitrine. Un vieux souvenir de 2 assiettes de pâtes, bon marché, dans une petite chambre de bonne parisienne, il y a 7 ans, traversa rapidement son esprit. Cette victoire aussi grandiose fut-elle, restait une pierre tombale qui marquait la mort de ses rêves de jeunesse. La bague en argent qu'elle avait laissée sur le tableau de bord de la voiture ne reviendrait jamais. Cependant, pourrir dans un mensonge n'était pas une option. Elle plaça le trophée de cristal qu'elle venait de recevoir à côté de la chemise bleue sur le pupitre. Elle approcha son visage du microphone. « Merci ». Sa voix flotta dans l'air clair tranquille, et avec une gravité qui fit que tout le monde se pencha pour écouter. Ce soir, ce prix n'est pas seulement une validation des chiffres que nous avons atteints. C'est un rappel de l'essence même des fondations d'une entreprise. Beaucoup pensent qu'une entreprise de plusieurs milliards d'euros ne se résume qu'à celui qui est au premier rang, celui qui a la voix la plus forte dans la salle du conseil, ou celui qui apparaît le plus souvent dans les médias. Apolline fit une pause, permettant au silence d'absorber ses mots. Elle regarda directement la chaise vide que Béranger venait de quitter. Pendant des années, j'ai choisi de travailler en silence. En m'assurant de la légalité, en garantissant que les fondations de l'entreprise ne s'effondreraient pas lorsqu'elle serait frappée par la tempête d'une ambition aveugle, quelqu'un de très proche m'a dit un jour que les affaires à plusieurs millions n'étaient pas mon monde, que ma place devait rester uniquement en coulisses parce que je n'y comprenais rien. Des murmures se firent entendre parmi certains participants qui commençaient à relier les fils du drame silencieux qui venait de se produire. Apolline sourit légèrement. Son regard s'aiguisa. Ce soir, je tiens à clarifier une chose. Oui, j'ai toujours été en retrait. Parce que c'est moi qui possède, qui construit et qui contrôle cette scène. Je vous remercie. Le tonnerre d'applaudissements éclata de nouveau, cette fois plus fort, accompagné de sifflements et d'exclamations d'admiration. Les journalistes se précipitèrent pour la photographier. Apolline leva la chemise bleue dans sa main.
la serra contre elle une dernière fois, puis fit demi-tour pour descendre de la scène. Ce soir-là, elle n'avait pas seulement gagné un trophée, elle avait récupéré sa vie. Une semaine s'était écoulée depuis la soirée dans le salon de l'hôtel. À Paris, on ne se souciait jamais de savoir qui s'était écrasé la veille. La ville continuait de tourner à son rythme naturel. Mais au 30e étage du bâtiment du groupe Aurel dans le prestigieux quartier de la Défense, les rouages du pouvoir avaient complètement changé d'axe. La lumière du soleil matinal entrait par les baies vitrées allant du sol au plafond, révélant le paysage de la jungle d'asphalte de la capitale. Le bureau du directeur général, autrefois masculin et encombré des clubs de golf de Béranger, avait été entièrement transformé. Il était maintenant impeccable. Il sentait la vanille et était rempli de piles de rapports financiers placés avec précision sur des étagères en acajou. Apolline était assise derrière le gigantesque bureau en marbre, toujours dans ses vêtements simples, mais maintenant avec une aura d'autorité qui obligeait tout employé, entrant à baisser les yeux avec respect. Elle ne se cachait plus dans le bureau du premier étage de sa maison de banlieue. La porte s'ouvrit sans frapper, et Garance entra avec une pochette cartonnée lisse. L'avocate souriait d'une oreille à l'autre et jeta la pochette sur le bureau. La lettre de licenciement de Bérenger a été signée par le conseil d'administration hier soir, informa Garance, en se laissant tomber sur le canapé des invités. Licenciement pour faute lourde. Rupture de contrat et détournement de fonds de l'entreprise. Comme je te l'avais promis, il ne touchera pas un centime d'indemnité. De plus, les papiers du divorce sont déjà au tribunal. Dieu merci, vous avez signé un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens. Cet idiot ne touchera pas un seul euro de tes actions. Ses cartes corporate ont été bloquées et sa voiture de fonction a été récupérée par notre service juridique ce matin. Apolline regarda la pochette un instant sans intérêt. Et cette fille, Zélie Garance laissa échapper un rire sec. Elle a présenté sa démission le lendemain matin de l'événement. J'ai entendu dire qu'elle avait immédiatement bloqué le numéro de téléphone de ton mari. Je veux dire de ton ex-mari quand elle a appris que le type était ruiné et qu'il avait dû relouer une petite chambre minable. Tragique, mais très divertissant. « Laisse couler !» répondit Apolline d'une voix basse. Ses yeux retournèrent à l'écran de l'ordinateur qui montrait un graphique des actions de l'entreprise en flèche depuis l'annonce de la nouvelle direction. Dans un coin de son bureau, juste à côté de l'extrec bis, et des statues originaux, désormais placés dans un cadre en verre, comme rappel, se trouvait un petit thermo argenté. Apolline tendit la main, ouvrit le couvercle et versa l'espresso noir écorcé dont s'échappait encore un peu de vapeur. Le goût amer qui envahissait sa bouche était le même que la semaine dernière, le mois dernier ou l'année dernière. Son mariage avait été réduit en poussière. Il y avait une blessure invisible qui resterait toujours dans un coin de son cœur. Un prix très élevé pour une leçon sur la confiance. Trahir le passé ne serait jamais facile. Mais lorsqu'Apolline vit son reflet dans la grande baie vitrée, elle sut une chose avec certitude. Il n'y avait plus d'ombre. À partir d'aujourd'hui, elle était le soleil de son propre monde. Elle prit une autre gorgée de café, posa la tasse et commença à taper une nouvelle stratégie d'acquisition. La vie continuait et elle avait bien l'intention de la diriger. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de l'arrogance de Béranger et de l'illusion de Zélie. Parfois, la vengeance la plus létale ne nécessite ni cris ni larmes, mais de l'intelligence et une exécution silencieuse. Maintenant, je suis curieux de connaître votre avis. Si vous aviez été à la place d'Apolline ce soir-là, quel chemin auriez-vous choisi face à une trahison de ce calibre? La méthode calculatrice et élégante d'Apolline, tout détruire légalement et se couronner devant le monde entier. Ou faites-vous partie de ceux qui auraient préféré la confrontation directe? Descendre de la voiture à l'instant même et semer le chaos sur le tapis rouge. J'adorerais lire ce qui vous donnerait le plus de satisfaction. Laissez votre avis dans les commentaires.